Autre situation qui, moi, me pose problème. J'aurais tendance, là c'est le point de vue subjectif que je vous donne, j'aurais tendance, quand je regarde ces choix-là, à être plutôt de la branche conséquentialiste. Essayer de regarder à l'aune des conséquences les choix moraux que je fais. J'aurais tendance à faire ça. Mais il y a quand même des trucs qui me chiffonnent à certains moments. Il y a des principes déontologiques qui me restent coincés. Est-ce que c'est parce que j'ai grandi avec ça et que je m'en débarrasse pas? Ou est-ce que c'est parce que il faut en garder quelques-uns? Est-ce qu'il faut arriver à un mélange de plusieurs écoles morales? Je ne sais pas. Mais le cas est celui du poseur de bombes menotté. Un homme a posé une bombe dans une école maternelle. Mais il ne veut pas dire laquelle. Alors il est arrêté, toc, on l'attache à une ficelle, avec une corde, on l'attache à une chaise, on le menotte et tout, et puis il dit que la bombe va exploser dans 15 minutes. Si vous êtes conséquentialiste, comme j'ai l'impression de l'être, vous dites, dans 15 minutes, il y a 200 enfants qui vont partir en fumée, avec plein de petits bouts de chair partout, et ça fait autour de 400 parents tristes, sans parler des autres proches autour, et puis du personnel, et puis de tous les amis qu'il y a autour, etc. Donc la souffrance collective, elle est monstrueuse. Quelle est la dose légitime de souffrance que j'ai moralement le droit d'infliger à cette personne pour la faire parler dans les 15 minutes qui me restent? Si je suis conséquentialiste, je me dis, en fait, je peux tout faire, quoi. Je peux le tronçonner, je peux lui couper les doigts, soulever ses ongles, lui péter les dents, lui arracher un œil avec une cuillère en plastique. En fait, je peux faire ce que je veux. Ça sera toujours moins violent que les 600 personnes qui vont souffrir et les 200 qui auront explosé. Hein. Mais ça me gêne. Ça veut dire qu'on légitime la torture. Ouais. Et ça me pose problème. Il y a quelque chose qui cloche. Je sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais je n'arrive pas à voir pourquoi ça cloche, pourquoi ça me gêne. Voilà. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais j'espère quand même. En tout cas, tout le monde trouvait ça horrible, le fait qu'on ait eu recours à la torture et que nos militaires ont eu recours à la torture maintes et maintes fois dans l'histoire de notre pays. Il faut bien se rendre compte, et vous vous rappelez du cours sur la psychologie sociale qu'on a fait, hein, que nous, mis dans la même situation, probablement nous aurions fait exactement les mêmes choses, très probablement. Et les situations, on a l'impression quand on y est qu'il n'y a plus d'autre issue que celle-ci, parce qu'il y a trop d'attentats, parce qu'il y a trop ceci. Mais vous savez, quand l'État fait le choix de faire un état d'urgence, ça entraîne plein de souffrances, d'interpellations au faciès, d'entrée dans la vie des gens, d'arrestations arbitraires, etc. Ça crée plein de souffrances collectives. Tout ça pour un résultat qui est attendu d'arrêter quelques personnes qui envisageaient des attentats violents. Quelle est la dose légitime de souffrance qu'on peut exercer sur une population en vertu d'hypothétiques gains sur le plan de la souffrance des actes terroristes, quoi. Et c'est le même genre d'équation que résolve l'État, avec plus ou moins de brio, hein, mais ils essaient de répondre à cette question. Le criminel. Alors, on change un peu de registre, mais vous allez voir que ça questionne dans plein de directions différentes. Un criminel attend son procès. Il se fait remplacer tous ses organes un par un bras, puis un autre, puis une jambe. Ne me demandez pas comment, mais c'est comme ça, voilà. Et il se fait changer la tête, le cerveau, etc. Est-ce le même homme qui sera sanctionné à la fin, au moment où il passera à son procès? Cette question-là fait qu'on se demande où est le siège de la culpabilité et de la responsabilité des gens. Est-ce que c'est sa tête? Et dans ce cas-là, est-ce que si un jour on arrive à faire des transplantations de cerveau, est-ce que vous allez donc récupérer les fautes morales qu'a commis le propriétaire de départ de cerveau? Imaginez qu'on vous greffe le cerveau de quelqu'un qui vient de mourir, qui faisait du ski et il est mort. On récupère son cerveau, on vous le met. D'un seul coup, vous devenez dépositaire de tout ce qu'il a fait d'horrible. Là, ça cloche. Ça veut dire que si la science continue à avancer comme elle le fait, ce genre de questions risque de se poser. Mais dans une version moins tragique, quand on réfléchit un peu au sport, le sport, c'est une pratique quand même qui est assez étonnante, parce qu'on fait se mesurer sur des performances physiques des gens qui n'ont pas le même génome et n'ont pas les mêmes aptitudes. Et en plus, souvent, pas les mêmes capacités d'entraînement, parce que pas toujours le même contexte social, etc. Bon, on les fait rentrer en compétition, puis tout le monde les regarde et tout le monde applaudit. Moi, le premier, hein, et je trouve ça, finalement, moralement, je trouve ça assez discutable. Parce que quoi que je fasse, moi, je rattraperai jamais Usain Bolt, même si je m'entraîne plus que lui, quoi. Ça, c'est certain. Et donc, bizarrement, on aime bien regarder ce genre de compétition. Mais alors se pose la question ensuite de savoir qu'est-ce qu'on fait d'un gars comme Oscar Pistorius. Vous vous rappelez d'Oscar Pistorius, célèbre pour avoir jeté sa femme par la fenêtre, je crois, ou tiré dessus, non, je crois, il lui a tiré dessus, ouais, et puis il est en prison maintenant. Un Sud-Africain, mais avant ça, qui était célèbre parce qu'il a demandé l'autorisation de rentrer en compétition avec les gens qu'on considère être des, entre guillemets, valides. Sous-entendu, il y aurait des gens non valides. Les mots sont compliqués parfois. Et il a demandé ça parce qu'il avait une jambe qui avait été amputée et il avait donc une prothèse mécanique. Et il a dit, voilà, je voudrais compétir avec les autres. On lui a dit, non, parce que vous n'êtes pas dans les normes. Il a dit, si.
Il dit, bah non, regardez, vous avez une jambe... Ah bon, donc je suis plus vraiment normal, vous voulez dire, je suis déjà différent de... Et il y a eu tout un débat de savoir est-ce qu'on devait l'autoriser, est-ce que ça l'avantageait d'avoir une jambe comme ça? Et de fait, si ça l'avantageait, qu'est-ce qu'on aurait comme argument à donner à quelqu'un parmi vous qui, par exemple, pour améliorer ses performances, se ferait volontairement amputer la jambe pour pouvoir courir plus vite? On ne pourrait pas lui en vouloir puisque ça apporte un avantage. Vous voyez, c'est cette gamme de raisonnement-là qu'on peut avoir quand on se pose la question de qu'est-ce qui fait l'intégrité d'un humain, mais qu'est-ce qui fait aussi le siège de sa responsabilité? Est-ce que imaginez, je prends un autre exemple que j'ai lu dans un roman une fois. Il y a un type, il tue quelqu'un avec sa main, plaf, il plante un poignard dedans. Et après, pour une raison qui n'est pas dans le contexte, on lui coupe le bras. Et lors de son procès, il dit mais l'arme du crime, c'est pas la mienne, c'est plus moi, puisque je n'ai plus le bras responsable de ça. Donc est-ce que c'est vraiment ma faute? Et ça pose la question de où est la faute, quoi? Où se situe la faute dans un corps humain? Où se situe la responsabilité? Je ne sais pas répondre à cette question, mais je partage ça avec vous. C'est une question qui a surnagé de temps en temps dans la philosophie ou dans certaines chansons de gestes. Et je pense notamment à des histoires comme le bateau de Thésée. Alors le bateau de Thésée, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est pour vous dire, le bateau de Thésée, en fait, c'est un bateau génial, mais des fois il est usé, alors on change une planche, puis on en change deux, puis on change un bout, puis on change le gouvernail, et puis au fur et à mesure on remplace toutes les pièces, et puis 500 ans plus tard, en fait, c'est toujours le bateau de Thésée, si vous voulez, mais en même temps, il n'y a plus une seule pièce d'origine. Alors est-ce que c'est toujours le bateau de Thésée? C'est pareil pour le couteau de Jeannot, des fois on appelle ça comme ça, ou le couteau de Saint-Hubert. C'est-à-dire, le couteau de Saint-Hubert, si on lui change le manche, est-ce que c'est toujours le couteau de Saint-Hubert? Ben oui, puisque bon, c'est toujours le couteau de Saint-Hubert. Ouais, mais si après on lui change la lame, est-ce que c'est encore le couteau de Saint-Hubert? En fait, c'est dur de trancher cette question. On rejoint les fameux paradoxes sorites dont je vous ai déjà parlé. Mais alors d'ailleurs, vous pourriez vous dire, vu que notre corps se renouvelle et que les cellules changent au fur et à mesure, si votre procès arrive dans 10 ans, qu'est-ce qui nous dit que les cellules qui vous composent sont les mêmes que celles de l'auteur du crime d'il y a 10 ans? Vous pourriez très bien dire au juge, c'est pas moi, il n'y a plus aucune cellule d'origine. Je ne suis pas sûr que ça marche dans la défense. Mais... Et le dernier aspect dans ces situations éthiques, c'est ce qu'on appelle le problème de la machine à rêve, qui a été développé de moultes et moultes façons, notamment dans les séries télé, dans les films, dans la science-fiction. Imaginez un type qui frappe à votre porte, toc, 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 ou une dame, évidemment. Navré, nous avons fait une erreur. Vous avez été branché sur une machine à expérience, vous avez cru que vous étiez fait des amis, que vous veniez au cours de zététique, que vous aviez des potes, que vous aviez rendu votre dossier, etc. Mais non, en fait, vous étiez en permanence dans la machine et elle vous faisait une simulation. Et tout ça, c'était un énorme rêve lié à des électrodes dans votre tête. Donc on est désolé. D'ailleurs, on ne devait pas vous réveiller, mais on vous a réveillé. Alors qu'est-ce que vous préférez? Vous voulez retourner dans votre rêve? Faire vos partiels, ou est-ce que vous préférez, est-ce que vous voulez sortir et retourner dans une vie réelle? Et après, ce qu'on vous demande, c'est de donner votre choix, et puis après, on vous donne des contraintes. On vous dit, dans la vie réelle, vous étiez dans un quartier de haute sécurité d'une prison. Finalement, vous dites, non, je vais peut-être rester dans l'ETC zététique, parce que c'est quand même mieux. Ou alors, on vous dit, dans la vie réelle, vous étiez une artiste richissime, dans un palace, tout était génial, vous étiez absolument merveilleux et très, très reconnu. Et donc, vous étiez heureux. Évidemment, ça change la donne. Quand on pose ces questions-là, que les philosophes ont traité de manière approfondie sur la base d'un article de Putnam, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle Brain in a Vat, c'est-à-dire un cerveau dans une cuve, de manière un peu élargie. On pourrait prendre quoi comme exemple qui serait un peu l'exemple des gens qui entretiennent un avatar dans un jeu en ligne. Je connais des gens qui préfèrent leur vie non réelle, numérique, si vous voulez, enfin électronique, la vie de leur avatar à leur propre vie, au point d'investir une grande partie de leur temps. Je pense que parmi vous, il y en a certains qui ont, en tout cas, qui sont sur ce chemin-là ou qui se posent la question et qui préfèrent des fois, plutôt que de sortir vivre des vraies aventures dans la vraie vie, préfèrent dessouder du fantôme et dessouder des lutins dans une quête héroïque informatique. Est-ce que c'est immoral ou pas? Qui est en mesure de juger que votre choix est mauvais de faire ça? Et là, vous pouvez encore élargir et vous dire, qu'est-ce que vous pouvez répondre à quelqu'un qui vous dit préférer une vie sous morphine en permanence, parce que c'est trop cool? Enfin, je dis ça, je ne sais pas, j'ai jamais fait une vie sous morphine, mais imaginez que la personne vous dise, moi je prends des drogues absolument puissantes qui me font vivre l'extase permanente, c'est un orgasme permanent, tout le temps.
Et tu veux que je revienne dans la vraie vie? Non, hors de question. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette personne? Si elle est libre de disposer de son propre corps, au final, elle pourrait bien faire ce qu'elle veut, quoi. En même temps, on voit bien quelque chose qui nous dérange. On se dit, mais est-ce que c'est une vie d'être en train de jouer dans un jeu et être perfusé de pizza liquide sans bouger pendant 30 ans? Est-ce que quelqu'un aurait le droit de revendiquer une vie comme celle-ci? Et si pas, quels arguments vous pouvez lui opposer pour qu'il ne le fasse pas? Et si vous avez un enfant qui a 15 ans et qui vous dit non, non, moi je préfère prendre du LSD tous les matins, parce que c'est vraiment mieux que de voir ta sale tête. Eh ben, qu'est-ce que vous avez comme argument pour lui dire non, 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 hors de question, car la vraie vie c'est mieux? C'est mieux en fonction de quoi? Oui, Et donc c'est vaste comme réflexion, c'est très très vaste. C'est le moment de prendre votre petit papier. Sur votre petit papier, si vous voulez jouer le jeu, si vous ne voulez pas jouer le jeu, tant pis pour vous, mais si vous prenez le petit papier, je vais aborder ce qui est connu sous le nom d'effet, je mets effet entre guillemets parce qu'il n'est pas complètement prouvé cet effet. Mais il nous intéresse, et notamment avec un collègue stagiaire là, qui s'appelle Timothée, on a pas mal bossé sur cette question-là, l'effet Knob, hein, du nom de ce jeune homme là, qui est en photo ici, et qui a introduit ce genre de questions. Alors c'est pas très compliqué, vous allez marquer des numéros, parce que je vais vous demander de 0 à 6 ce que vous pensez de la situation. Et je ne regarderai pas vos résultats, mais à vous de voir s'il y a des différences dans les résultats, déjà entre vous, et puis d'une question à l'autre. Elles vont souvent par deux, les situations que je vous présente. Ce qu'on appelle l'effet Knob. C'est pour vous initier à la question de la recherche de la cohérence. Voici une situation 1. La situation 1 est celle-ci. Une personne cardiaque a pour rêve ultime de gravir un 8000 mètres. C'est pas rien, 8000 mètres. Elle demande pour cela l'aide d'un entraîneur personnel. Elle le prévient que son médecin contre-indique fortement cette activité, mais elle est prête à prendre le risque. Alors l'entraîneur l'aide à se préparer correctement. Okay. Durant l'ascension, la personne fait un arrêt cardiaque et meurt. Moi, ce que je vous demande, c'est de marquer, est-ce à cause de l'entraîneur que la personne est morte? Et si c'est pas du tout, 0. Et si oui, vous mettez 6. Et réfléchissez pas trop longtemps. Enfin, de toute façon, je vous laisserai pas trop longtemps. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est la faute de l'entraîneur? 6. Et si c'est pas du tout sa faute, 0. Donc je pense que vous avez répondu. Et maintenant, la situation 1 bis, ou 2 si vous voulez, c'est la même. La personne cardiaque a pour rêve de gravir un 8000 mètres. Elle demande pour ça un entraîneur personnel. Elle le prévient que son médecin contre-indique fortement cette activité, mais elle est prête à prendre le risque. L'entraîneur l'aide à se préparer correctement. D'accord? Elle parvient à gravir le 8000 mètres et à redescendre. Est-ce grâce à l'entraîneur que la personne a accompli son rêve? 0, pas du tout. 6, absolument oui. Alors si vous êtes comme moi, vous ne répondrez pas le même score. Et pourtant, il n'y a pas de raison de ne pas répondre le même score. C'est bizarre. C'est ça qu'on appelle parfois l'effet Knob, mais on n'est pas certain qu'il soit universel, cet effet. On change de règle d'attribution de la responsabilité d'une situation en fonction du résultat. Je vous donne un autre exemple. Une personne développe un cancer. Ça fait un lien avec des sujets qu'on a abordés dans les premiers cours. Un traitement médical lui est proposé par ses médecins, mais elle le refuse. Elle se tourne vers un thérapeute alternatif en lui disant qu'elle ne fait pas le traitement conseillé par ses médecins. Alors le thérapeute accepte de lui prodiguer ses soins. Okay. Situation, 2 mois plus tard, le cancer a disparu. Est-ce grâce au thérapeute que le cancer a disparu? 0, pas du tout. 6, absolument. Et je pense que vous me voyez arriver avec des gros sabots. La même situation, 2 mois plus tard, la personne décède. Est-ce à cause du thérapeute que la personne est décédée? Vous voyez, quel est le degré de responsabilité? Et est-ce qu'il est le même dans une situation ou dans l'autre? Normalement, il devrait être le même. Et bizarrement, on n'a pas envie de l'attribuer de la même façon. Si vous êtes comme moi, normalement, il y a un truc qui gêne. Voilà, gardez vos réponses pour vous ou montrez-la à vos voisins ou votre voisine. Hein. Ça ne me pose pas de problème. Autre recherche de cohérence. Je vous ai mis 3 cas. Le petit orteil, l'enfant qui se noie et la tante riche. Oui, c'est très joyeux aujourd'hui, c'est très joyeux. Le petit orteil. Situation A, dans un village lointain, peu importe lequel, une coutume est d'amputer le petit orteil des petits garçons à la naissance.
Normalement, on vous demande, vous trouvez ça bien ou pas? Est-ce qu'il faut punir les gens qui font ça? Il y a plein de questions qui sont posées. Moi, j'ai pas le temps de vous les poser, mais est-ce que c'est horrible ou pas? La plupart des gens trouvent ça complètement scandaleux d'aller couper le petit orteil à des petits garçons à la naissance. Moi, le premier. Petit b, dans certaines croyances, une coutume est de circoncire les petits garçons à la naissance. Est-ce différent? Par souci de cohérence, non. Moi, je dirais non. Mais il y a des gens qui vont vous dire oui. Mais après, le tout, c'est de voir comment ils l'argumentent. Voyez. Et qu'est-ce qui fait la différence? Alors, généralement, surgit très vite sur ce sujet-là les questions d'hygiène. Elles sont caduques. Si vous les regardez de près, elles sont caduques, ces questions d'hygiène. L'hygiène d'un pénis étant fortement liée à votre façon de vous nettoyer, peu importe que vous ayez un prépuce ou pas. Donc, nettoyez-vous bien, quoi. Enfin, je ne pensais jamais dire un truc pareil en amphi, mais voilà, nettoyez-vous bien, c'est fait. Ça, c'est fait. 18h41, c'est fait. L'enfant qui se noie. Quand on voit un enfant se noyer, on essaie de le sauver. Ça, c'est Peter Singer, qui est un philosophe moral, notamment sur l'éthique animale, qui a produit énormément de choses. Génial. Génial. Après, il y a des choses, on n'est pas toujours d'accord, mais en tout cas, il stimule. Quand on voit un enfant se noyer, on essaie de le sauver, si on en a la possibilité. Bon, ça, c'est pratiquement universel. Singer, il est malin, il dit « En ne donnant rien à la lutte contre la faim, on laisse mourir beaucoup d'enfants dans de nombreux pays. Est-ce aussi monstrueux que de laisser un enfant se noyer sous nos yeux? Et si pas, pourquoi ?» Là, on est vachement emmerdé. On dit, ouais, c'est vrai, en fait. Et alors là, on se trouve moche de ne pas donner de l'argent contre la faim dans le monde, d'un seul coup. Et c'est l'objectif de Singer, c'est de nous moraliser de force, en disant, est-ce que c'est parce que tu ne vois pas l'enfant qui meurt que ça ne te fait rien? Auquel cas, on rejoint 1000 grammes, et le fait que si on distancie la personne qu'on est en train de torturer de nous, alors on a plus tendance à la torturer que si on la voyait, ou qu'on pouvait la toucher, ou qu'on pourrait entendre ses cris. Est-ce que si on devait affronter ce qui se passe exactement dans le chemin que suit un porc, par exemple, ou une vache dans un abattoir, depuis le moment où elle sort de son pré pour aller dans l'abattoir, pour être abattue, pour être coupée en tranches, dans des situations qui sont souvent affreuses, parce que les images qui sortent, vous en avez vu passer certaines, je pense, laissent pantoises. Si on devait assister à ça, nous, si on devait contribuer à ça, est-ce qu'on le ferait? C'est ce que soulèvent beaucoup d'éthiciens, des gens qui bossent sur l'éthique, qui disent si nous devions assumer nous-mêmes tout le chemin qui amène un steak dans notre assiette, il est fort probable que tout le monde finirait végétarien. Alors, est-ce que... Bon, en moyenne, une grande partie des gens. Mais c'est le cas pour plein de sujets politiques. Est-ce que si on voyait tout le cheminement si on voyait toutes les images des conséquences d'un bombardement comme celui de Trump, par exemple, si on voyait les morceaux d'enfants déchiquetés par terre, est-ce qu'on serait toujours pour le bombardement? Est-ce que si on voyait les conséquences directes de certains choix politiques, directement, si on voyait une politique qui est mise en place pour récupérer des biens de gens qui n'ont pas payé leurs dettes, par exemple, avec des huissiers qui viennent dans des maisons pour virer les gens, est-ce qu'on serait capable d'assumer ça si on assistait à cette scène, de voir des gens pauvres se faire enlever leur télé, leur canapé et se faire mettre dehors? Est-ce qu'on l'assumerait? Ou est-ce qu'on se dirait non, là, faut pas, quoi? Et en fait, ils introduisent, les éthiciens, le fait qu'il y ait une distance, quoi, le fait qu'il y ait une distance qui soit entretenue, et qui fait d'ailleurs que, dans le cas alimentaire, c'est assez frappant, les objets issus de l'exploitation animale sont souvent très transformés pour ne pas rappeler ce qu'ils étaient auparavant, pour que ça ne nous mette pas, nous, confrontés au meurtre, quoi, enfin, au chemin qui a fait qu'un individu souffrant est mort pour ça, quoi. Vous voyez, donc c'est vaste, vous pouvez développer à l'infini sur ce sujet. La tante riche. Vous êtes très endetté, et vous avez une tante très riche, et vous aimeriez bien hériter. Ça serait bien. Après, il se pose la question de savoir, est-ce que l'héritage est quelque chose de moral? Est-il légitime que vous héritiez de vos parents, et qu'au nom du droit du sang, vous héritiez de vos parents? Moi, j'ai une position là-dessus qui est assez radicale, qui m'a valu de me prendre la tête avec ma famille, mais je leur ai dit de claquer tout leur héritage, que je trouve ça immoral, l'héritage. Alors, ils n'en ont pas beaucoup, mais même s'ils en avaient beaucoup, je crois que ce serait pareil pour moi. C'est-à-dire que je trouve ça bizarre que, sans rien faire, je récupère des trucs parce que quelqu'un de ma famille, mais au-dessus de moi, a amassé beaucoup d'argent. Et ça veut dire que ce n'est pas le même démarrage pour quelqu'un qui a une famille qui n'a pas, elle, amassé d'argent. Qui fait un démarrage dans la vie complètement différent. Et vous savez très bien que c'est un déterminant. Et que l'école ne résout pas, d'ailleurs, cette différence de classe sociale-là. Et que les gens, généralement, ressortent de l'école sans que soient nivelées les différences d'origine de classe sociale. Alors là, on peut contester l'héritage. On imagine que vous voudriez bien hériter, comme la plupart des gens. Donc vous avez une tante très riche et tout ça. Hop, petit A, vous trouvez la tante victime d'un infarctus. Elle tombe pas. Vous n'appelez pas le médecin, vous restez à côté.
Mettez un petit, mettez un petit coup de pied. Bon, ben, je vais hériter, quoi. Vous voyez? Petit B, vous l'écrasez avec votre voiture, elle est en train de sortir les poubelles, plaf, tac, vous foncez dedans, poum, elle meurt. Du point de vue de la tante, c'est pareil. Hein. Du point de vue de la justice, non. Je vous laisse méditer sur ce sujet. Toujours dans la recherche de cohérence, voici encore 2 cas. Le SDF alcoolique et puis l'inceste. Le SDF alcoolique, c'est j'ai bossé pendant ma thèse, j'ai refusé un financement d'une industrie, donc j'avais pas de bourse pour ma thèse, et donc j'ai bossé, entre autres j'ai bossé avec ce qu'on appelle, dans le jargon de l'éducation spécialisée, on appelle des polytoxicomanes accompagnés d'animaux. En fait, des punks à chiens, quoi. Voilà, et donc j'étais dans un centre qui accueillait des punks à chiens. Alors les animaux, c'était souvent des chiens, c'était rarement des chats, des canaris, c'était souvent des gros chiens, plutôt sympas d'ailleurs, beaucoup moins dangereux que les chiens des petits bourgeois, des petits quartiers là, qui voient jamais personne, donc quand ils sortent, ils mordent tout le monde, alors que là, les chiens de punk, là, ils mordent jamais personne, parce qu'ils sont habitués, ils sont rarement violents ces chiens. Et les polytoxicomanes, il y a l'alcool, mais il y a aussi plein d'autres substances auxquelles on peut être très vite pris. Et il y a un truc qui nous avait vraiment choqué, c'est quand vous voulez, vous envisagez de trouver une place dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, les CHRS, c'est comme ça qu'on appelle ça, et ben on vous fait une injonction assez bizarre, on vous dit votre SDF là, mais il est alcoolique. Ah non, pas question d'héberger un alcoolique chez nous. Alors il y a des raisons qui ne sont pas idiotes, c'est-à-dire s'il est alcoolique, il peut avoir des comportements erratiques et donc il peut peut-être mettre en danger les autres gens qui sont là, et tout, ça peut s'entendre. Mais n'empêche, vous pouvez réfléchir un peu, l'alcoolisme étant une maladie qui est pas équivalente pour tous. C'est-à-dire que peut-être lui, il va boire un coup par soir, il va boire 1 litre de vodka par soir, il ne sera pas dépendant le jour où il arrête. Il y a des gens qui peuvent faire ça. Et il y a des gens qui boivent un tout petit peu et deviennent dépendants à vie. On n'est pas équivalent, on n'est pas égaux devant l'alcool. Ça, c'est clair. Et l'alcoolisme, c'est plus un péché, vous savez, qui frappe, qui est un indicateur d'une bassesse morale, comme ça a été la description qu'on en faisait pendant des siècles. Hein. L'alcoolisme, c'est une maladie maintenant. Alors, bizarrement, on refuse ces gens qui sont dépendants à l'alcool. D'ailleurs, j'ai amené des SDF à l'hôpital et ce sont des gens qui avaient leur 8-6 à la main. Et on m'empêchait de rentrer avec eux parce qu'ils avaient la 8-6 à la main. Sauf que sans 8-6, au bout d'un quart d'heure, il se met à trembler, le bonhomme. Il se met à trembler, et puis il s'en va. Il vit pas ses soins parce qu'il dit, mais moi, je veux bien avoir mes soins, mais de toute façon, si je bois pas maintenant, je vais me mettre à trembler, j'ai un syndrome Korsakoff, je vais sortir et je vais devoir aller chercher à boire ailleurs. Donc on devrait tolérer de les faire rentrer avec la substance à laquelle ils sont dépendants. Et bizarrement, il y a des règles comme ça qui n'acceptent pas. Et est-ce qu'on refuserait l'accès d'une piole à un SDF dépendant à l'insuline, par exemple? Alors on se dit, bah non, ce serait dégueulasse quand même, quelqu'un qui est dépendant à l'insuline. Bon. Alors où est la différence? Dans les 2 cas, c'est une maladie qui nécessite une substance qui vient complémenter quelque chose qu'ils ont en trop ou pas assez. Pourquoi y a-t-il une si grosse différence morale? Pourquoi est-on pas cohérent sur ce sujet? L'inceste. Ça va, je vous choque pas encore, ça va. Hein, bon, l'inceste. Julie et Marc sont frères et sœurs, et tous les 2 majeurs. Ils passent leurs vacances ensemble dans le sud de la France, ou dans le nord, peu importe. Un soir, alors qu'ils se trouvent dans un cabanon au bord de la mer, ils s'emmerdent, ils ont fait le Scrabble, ils ont joué à Othello, ils ont fait des échecs, bon. Et ils se disent, tiens, et si on faisait l'amour? Bon, alors Julie, elle prend la pilule, ok, de manière régulière, elle a un cycle régulier, etc. Et donc les risques sont faibles. Et puis en plus, Marc met un préservatif, et les risques sont d'autant plus faibles encore, donc on est sûr qu'ils n'ont pas de risque. Alors ils prennent plaisir, mais bon, ils se disent, bon bah, ok, bon, on refera pas, c'était cool, bon, mais on refera pas, voilà. Est-ce que ça pose un problème? Alors là, quand on pose la question à la plupart des gens font « Ah, mais c'est horrible! Ah. Alors après, on leur dit « Mais pourquoi ?» Et alors là, ils ont vachement de mal à argumenter. « Bah parce que, tu te rends compte, il y a des enfants. » Mais non, mais il n'y aura pas d'enfants. « Oui, mais tu te rends compte de quoi c'est pas bien. » Et on est coincé. Pourtant, on ressent ça, on a envie de dire « Mais c'est horrible. » En fait, au fond, ils font bien ce qu'ils veulent. Enfin, personne ne le sait en plus. On s'en fout. Et ça me fait penser à une histoire absolument terrible. J'avais entendu ça dans l'émission sur France Inter, Là-bas si j'y suis, de Daniel Mermet, il y a peut-être 7 ou 8 ans. J'ai pas les noms des gens, je me rappelle plus. Hein, mais un jour, un homme et une femme se marient, ça se passe en Espagne, mais je sais plus, en Galicie, ou je sais plus où exactement. Ils se marient, ils sont très intégrés à leur quartier, à leur village, etc. Et puis on se rend compte un jour que les 2, ayant été adoptés par des familles différentes, en fait ils étaient frères et sœurs. Du jour au lendemain, toute la population leur en a voulu, les a traités de tous les noms.
alors qu'ils avaient déjà 3 enfants, qui étaient en bonne santé en plus, et je crois qu'ils ont dû changer de quartier. Vous voyez ? L'indice moral change selon les circonstances, alors que personne n'aurait su qu'ils étaient frères et sœurs, même eux, la vie continuait et ils étaient tranquilles. Ça m'avait beaucoup marqué, cette histoire. Dans la recherche de cohérence, un autre exemple que j'adore. J'adore cet exemple-là. C'est encore Judith Jarvis Thomson qui a introduit ça. Ça date de 1971, hein, ça fait 40 ans. C'est l'exemple du violoniste. L'histoire est celle-ci. Imaginez-vous, vous vous réveillez un matin, et puis vous avez les yeux collés un peu là, vous ouvrez les yeux, et puis là vous vous rendez compte que vous êtes à l'hosto, tout est blanc autour de vous, vous êtes vraiment dans le pâté, dans le cirage et tout, vous dites mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et là vous pouvez pas vous retourner, vous regardez un peu, il y a plein de tuyaux qui passent de vous jusqu'à quelqu'un d'autre à côté de vous. Vous voyez ? Ou dans une autre version, les fils descendent du lit, puis remontent dans un autre lit, puis vous voyez que vous êtes complètement relié avec une autre personne, et que vous ne connaissez pas. Alors vous appuyez sur le bouton, puis là, il y a un infirmier, une infirmière qui vient, et qui qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi je suis là ? Alors on vous explique que l'homme en question est un violoniste renommé qui souffrait d'une insuffisance rénale, et la Société des amateurs de musique, qui en cherchait toutes les solutions possibles, n'a trouvé pour vous, que vous, comme porteur du bon type sanguin. Et alors, vous étiez en train de dormir, on n'avait pas le temps de vous réveiller, alors on vous a kidnappé, et la nuit dernière, on vous a branché sur le violoniste. Alors vous dites, mais c'est dégueulasse, pourquoi on me fait ça, c'est épouvantable. Oui, mais vous savez, si on vous débranche, ça serait le faire mourir tout de suite. Ah, mais quand même, ça va être long. Un peu, enfin, pas trop, mais un petit peu. En gros, 8-9 mois. Alors là, nous, c'est complet bad trip, quoi. Chute d'organes, tout. Et tout le monde trouve ça immoral, cette situation. Et Thomson dit, cette situation révoltante est-elle sensiblement différente de celle d'une femme qui a une grossesse non désirée ? Et là, votre repas de famille est garanti 100% explosif. Je trouve cette réflexion-là vraiment puissante. Je la trouve puissante. Je ne dis pas que c'est parfait, je dis que c'est puissant. Raisonnez-le, disséquez-le, vivez-le profondément. Alors maintenant, je vous propose 11 histoires. Alors si on avait le temps, et si on n'était pas filmé, je vous raconte ce que je ferais. Ce que je ferais, c'est que je vous proposerais à chaque histoire que je vous raconte, de vous situer dans l'amphi. Comme ça, si un jour vous voulez le refaire, vous aurez cette idée de faire des débats mouvants. Un débat mouvant, ça veut dire que, en fonction si vous êtes plutôt oui ou plutôt non, si vous êtes plutôt oui, vous vous mettez d'un côté, tout le monde se situe d'un côté, plutôt non de l'autre. Et après, si vous voulez aller plus loin, faire ça avec finesse, si vous êtes instituteur ou prof ou parent ou peu importe, si vous avez envie d'introduire ça comme ça dans des groupes, ou à un mariage, si tout le monde s'emmerde, vous pouvez faire un débat mouvant comme ça. Ça sera un mariage spécial, mais voilà. Ou un enterrement, pourquoi pas. Bon. Et dans l'absolu, ce qu'on propose, c'est que, donc, on pose une question morale. Je vous pose une question morale, je vous donne un exemple comme ça. Est-on libre de disposer de son propre corps ? Je vous donne un exemple que j'ai traité ici en 2006, je crois. J'avais commencé comme ça la philo morale. J'ai pris « Est-on libre de disposer de son propre corps ?» Et j'ai proposé aux gens qui disent oui, de se placer de ce côté, ceux qui disent non, de se mettre de l'autre. Ensuite, je proposais aux gens de se regrouper par groupe de 4 et de discuter entre eux. Ça permet d'éviter que des grandes gueules monopolisent la parole. Voyez. Ensuite, entre eux, ils discutaient pour essayer d'élaborer le meilleur argument possible pour faire revenir l'autre groupe dans leur camp. Et je donnais la parole ensuite à un groupe ici, puis un groupe là-bas, puis un groupe ici, puis un groupe là-bas, et j'encourageais évidemment les gens qui changeaient d'avis ou dont la sensibilité changeait un petit peu à changer spatialement de camp. Et on pouvait voir directement si les énoncés étaient efficaces, et ça permettait donc que tout le monde prenne la parole au moins en petits groupes, et après en grands groupes, on faisait émerger les meilleurs arguments, et ça évite que les gens se répondent. Parce que le meilleur argument qui est sorti là, on n'y répond pas forcément quand on donne son meilleur argument là-bas. Et en fait, ça fait des débats qui sont riches. Et il y a un étudiant là récemment qui a repris ça dans un débat sur le sexe et sur le genre. Il a utilisé ce moyen-là. Beaucoup de gens en éducation populaire se servent de ce support-là, hein, des débats mouvants. On ne peut pas le faire là parce qu'on est filmé, ça serait vraiment pas pratique, mais n'empêche que, imaginez que vous le fassiez. Bien sûr, parfois c'est nuancé. L'exercice, pour bien qu'il marche, il faut que les gens se placent vraiment. On n'accepte pas que des gens se mettent au milieu, bien que des fois on soit même tiraillé, quoi. Mais c'est pas grave, il faut jouer le jeu, c'est juste pour l'exercice de l'argumentaire, donc c'est pas grave. Alors là, vous pouvez garder votre papier si vous avez toujours votre papier sous la main. La question que je vais vous poser au début j'avais mis 10 situations, mais là j'en ai mis une 11e parce que j'ai pas résisté. La question c'est, faut-il empêcher ou punir, ou châtier, enfin, est-ce qu'il faut arrêter la personne qui est auteur de la situation ou de l'action que je vais vous présenter ?
Donc ceux qui pensaient oui, ils se mettent là-bas, ou en tout cas sur votre papier, vous mettez oui, vous mettez non, puis après vous réfléchissez, puis après... Et normalement, on aurait le temps de faire émerger les arguments et vous pouvez potentiellement changer d'avis. Vous savez qu'un penseur critique change d'avis, souvent. Donc là, on ne va pas le faire, mais au moins vous gardez vous aurez le diaporama en ligne, de toute façon, vous pourrez le réutiliser comme vous voulez. Histoire numéro 1, c'est celle-ci, c'est le pharmacien. Alors, et ça va aller crescendo, hein. Ok ? Ça part gentiment. Le pharmacien. Un pharmacien ou une pharmacienne sait qu'un produit qu'il vend n'a aucune efficacité spécifique. Je vous renvoie à un cours qu'on a déjà étudié. Hein. Ni aucun effet secondaire. Mais chaque fois qu'on lui en demande un, sans poser de questions, il le vend sans rien dire. Est-ce que vous trouvez ça moche, irréprouvable? Est-ce qu'il faudrait sanctionner la personne ou pas? Oui. Pas évident, hein. Surtout qu'on en connaît qui font ça. Deuxième situation. La promesse faite à maman. Ça pourrait être papa aussi, mais c'est plus touchant avec maman. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est plus touchant avec maman. Une femme mourante fait venir son fils près de lui, ou sa fille, et lui fait promettre qu'il viendra visiter sa tombe après sa mort chaque semaine. Le fils aime tellement sa mère qu'il lui fait la promesse. Il dit « D'accord, maman, je viendrai ». Mais après la mort de sa mère, il ne respecte pas sa promesse parce qu'il a trop de choses à faire et puis que quand même la Lorraine, c'est vachement loin. Et donc il ne peut pas sacrifier sa vie. Donc il n'y va pas. Est-ce que c'est moche? Est-ce que c'est mal? Est-ce qu'il faut châtier, punir ou stopper la personne qui est en train de faire l'action? C'est pas si facile que ça. Dans quelle mesure une promesse faut-il la tenir? Et à plus forte raison, faut-il la tenir post-mortem? Que vaut la promesse faite à quelqu'un qui n'est plus? Qu'est-ce qu'on lui doit encore? Est-ce qu'on doit encore des choses à quelqu'un qui n'est plus? Alors après, parce que ça va loin si on réfléchit. Hein. Est-ce qu'on doit encore des choses à des gens qui ne sont plus, mais dont on jouit des biens? Imaginez par exemple Haïti, dont je vous ai parlé au cours numéro 10, je crois, ou 11, là, je ne sais plus quand, hein, les dernières semaines, là. On les a spoliés d'un monceau de trésors. Est-ce qu'on devrait les rembourser? Même si c'est des gens décédés, au moins rembourser leurs descendants? Ça pose des questions comme ça, à travers la mort, est-ce qu'on doit encore des dettes envers d'autres êtres humains? Histoire numéro 3. Alors là, j'ai failli vous... Mais comme je sais que certains ne parlent pas anglais, j'ai pas les sous-titres de cette vidéo, mais je vous la mettrai en lien. Il y a un spectacle de Tim Minchin qui est absolument parfait. Alors si vous ne connaissez pas Tim Minchin, ça va vous scotcher au plafond. Tim Minchin, c'est un chanteur australien. Néo-zélandais? Non, il est australien, je crois, il est australien. Tim, il est génial, il joue du piano, il fait de la scène et tout, etc. Et il y a un passage où il aborde la question du sacré. Alors je vous mettrai le lien, vous regarderez, hein, c'est absolument parfait. Et ça rejoint cette situation-là, qui est une situation réelle. Je vous dirai qui l'a vécu après. À la fin d'un vide-grenier, un jeune homme se retrouve avec des Bibles, des Corans et des Torahs invendus. Il ne veut pas les rapporter une nouvelle fois chez lui, ça fait 4 fois qu'il les ramène, il en a marre. Alors il décide de les brûler dans le fourneau d'un vendeur de maranchon qui est à côté. Il dit bah viens, écoute, moi j'en ai marre, je vais pas les laisser par terre non plus parce que c'est sale, alors je les brûle. Et il y a des endroits où j'ai proposé cette question-là et tout le monde est parti en colère. Et puis il y a des endroits où tout le monde s'en fout, c'est marrant. Enfin, comme s'il y avait... Et pourtant, si on essaie de construire une morale laïque, il faudrait se dire mais qu'est-ce qui est grave là-dedans? Et souvent, l'argument, c'est de dire bah, il y a des textes qui sont sacrés, on ne peut pas attenter à ces trucs-là. Vous auriez pu les donner à des gens, oui, mais vous savez qu'il y a des bouquins comme ça, vous voulez les donner, personne n'en veut, quoi. Des vieilles Bibles poussiéreuses, il y en a des gens, ils vont vous dire non, mais arrêtez, j'en ai trop, là, ça va. Et elles sont pourries, elles sont humides, elles sont moisies, la Torah, là, c'est trop vieux, les feuilles se détachent, laisse tomber. Qu'est-ce que vous en faites? Vous jetez? Non, parce que c'est sacré. Alors, Tim Minchin, je vous donne juste l'intro, la ref, je vous l'ai mise ici, dans Sacred Monologue. Il fait flipper tout le monde dans son spectacle parce qu'il arrive et dit « Je ne comprends pas pourquoi il y a un tel rapport à des objets sacrés. » Par exemple, il prend un Coran, poum, il le pose là. Alors évidemment, dans la salle, tout le monde commence à s'inquiéter. On dit « Qu'est-ce qui va sortir comme connerie ?» Donc il prend le Coran et dit « Voilà, il est marqué Sacred Quran en anglais, quoi, le Coran sacré, etc. » Puis il dit « Voilà, pourquoi ce livre-là est-il si différent de mon super Harry Potter and de Hollows, je ne sais plus quoi, là, le titre anglais. » Et il le pose à côté. Il dit « C'est quoi la différence entre les deux ?» L'enluminure, maintenant, c'est à peu près les mêmes. Il y en a un qui est révélé, mais l'autre, au fond, J.K. Rowling, je l'ai jamais vu. Alors, il essaie de questionner le problème, et après, il fait un truc assez génial. Je vous dis pas la suite, mais il dit d'ailleurs, c'est quoi vraiment dans le livre qui est sacré? Et là, il dit, est-ce qu'il suffirait pas que je mette la couverture du Coran sur l'autre? Et alors, il soulève, et on se rend compte que dans le premier Coran, ben, en fait, c'était un Harry Potter aussi, le même. Et alors, il le place sur l'autre, et il dit, alors, ça change quoi maintenant? Et là, tout le monde disjoncte et tout, puis ça fait réfléchir. Et puis, il va un peu plus loin. Je vous laisserai aller voir et assumer les conséquences de ce que vous entendrez.
Alors pour le coup, je me rappelle avoir vécu ça, c'était des bibles, moi, c'est moi qui ai fait ça. Hein. J'ai mis jeune homme parce que je suis pudique, mais en fait, j'avais déjà 30 ans. Et j'étais à la fin d'un vide-grenier, et je vous jure, ça faisait 18 fois que je les amenais, ces bouquins. Et donc, alors je les ai pas brûlés dans un fourneau, mais je les ai mis à la poubelle. Et au début, je me suis dit, bah, je vais faire un petit tas et un petit feu, parce que plutôt que d'aller... Et on m'a dit, mais t'es fou, un feu, tu te rends compte, tu as brûlé la Bible. Je dis, bah, si tu la veux, tu la prends, tu sais. Non, je la veux pas. Je dis, bah, pourquoi tu m'emmerdes, je la brûle, c'est du papier, c'est du bois. Tu vois, c'est des tranches de bois, quoi. Alors on a trouvé l'option de la mettre dans le fourneau d'un vendeur de marrons chauds. On s'est dit, au moins, ça créera du bien collectif. Ça fait cuire des marrons. On s'en est sorti comme ça. Voilà. Mais je me suis fait engueuler, hein. Histoire numéro 4, qui va vous rappeler certainement un film assez récent. À la naissance de leur petit garçon, un couple décide d'appeler l'enfant Adolphe. Se pose la question là de dans quelle mesure vous lancez quelqu'un dans la vie, dans quelle mesure vous êtes... Ça va plus loin que le prénom, évidemment. Hein. Adolphe, c'est quand même pas facile à porter. Mais au fond, Benito non plus. Philippe non plus, Philippe Pétain. Et, enfin, si on fait la liste de tous les gens moches qui ont fait des trucs moches, on peut plus s'appeler beaucoup. Moi, Richard III, tout le monde en a, quoi. Mais ça pose de manière plus large, est-ce qu'un enfant peut un jour se plaindre du mauvais départ que ses parents lui ont donné dans la vie? Est-ce que, par exemple, un enfant pourrait, parce qu'il vit un handicap assez particulier lié, par exemple, à la consommation d'alcool de la maman à la naissance, est-ce qu'il pourrait porter plainte contre sa mère? Ben, il y a des cas comme ça. Est-ce que vous devez quelque chose à l'enfant à naître? Est-ce que vous avez un rapport responsable par rapport à la mise dans la vie de quelqu'un? Et je pense que vous avez déjà eu cette réflexion, vous vous disant, ah, si j'avais eu le choix, peut-être j'aurais préféré pas naître. En fait, vous n'avez pas eu le choix. Alors après, la question se pose aux parents. Est-ce que c'est juste, moralement juste, de mettre un enfant au monde? Alors je connais un philosophe qui s'appelle Ruvénogien qui dit non, faire un enfant c'est fondamentalement immoral parce qu'on est quasi certain de ne pas réussir à le rendre heureux, donc le pari est quand même pas très bon, il vaudrait mieux s'abstenir. C'est comme ça qu'il le défend, lui. J'ai tendance à être de son point de vue, mais ça ne m'a pas empêché d'en faire. Ce qui est un cas d'incohérence tout à fait majeur. Vous voyez, donc je me pose souvent la question, mais pourquoi j'en ai fait un? Et je suis ravi de l'avoir fait, hein, cet enfant. Après, peut-être que cet enfant se plaindra, me dira, salaud, c'est moche, c'est pourri la vie, pourquoi tu m'as mis là-dedans? Mais n'empêche que pour l'instant, elle a l'air d'être contente, puis moi aussi je suis content. Mais au fond, j'arrive pas à savoir pourquoi je l'ai fait, surtout que des enfants, il y en a plein d'autres. Pourquoi j'ai pas été adopté des enfants qui n'ont pas de parents? Je compte bien le faire d'ailleurs, je me suis mis ça comme objectif, je vais essayer de faire ça. Pour essayer de tamiser un peu mon... Mais vous voyez, on peut bosser sur ces sujets et être tout à fait incohérent dans certaines situations. Le tout, c'est de les assumer et de dire, effectivement, je suis assez incohérent parce que je ne trouve pas de vraies bonnes raisons, à part mon plaisir personnel, de faire un enfant avec une personne avec qui j'ai envie de mélanger mes gènes. Mais c'est ce qui s'est passé. Et puis il y a aussi même des arguments qui sont plus pauvres que ça. Hein. Par exemple... Merde, je suis filmé, il ne faut pas que je dise trop de trucs comme ça, mais le fait que notre famille exerce une pression sur nous pour qu'on fasse des enfants. Imaginez par exemple votre maman, votre papa qui rêve d'être un gentil papy ou une gentille mamie. Eh ben, c'est un paramètre que vous prenez en compte. Vous dites, bon ben, ça maximalise le bonheur collectif que mamie puisse faire la mamie. Vous voyez, même si au fond, en fait, le seul qui paye les pots cassés, c'est l'enfant qui n'a rien demandé, lui. Vous voyez. J'espère que vous posez cette question au moment où vous essayerez de faire des enfants. Et vous pouvez très bien être heureux sans en faire. Attention, hein, moi je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ce que j'ai fait moi. Hein. Je n'arrive pas à me convaincre que c'est moral ce que j'ai fait. Et pourtant je ne le regrette pas, c'est ça qui est le plus sordide. Donc Adolphe, alors Adolphe, ce n'est pas le seul cas. J'en ai mis quelques-uns d'autres. Sachez que ça dépend des régions et ça dépend de l'officier d'état civil qui peut refuser. Il faut qu'après il en réfère à... En fait, en fonction des endroits, il y a des endroits où des prénoms sont refusés puis d'autres sont acceptés. Ce qui fait que certains déménagent même pour aller faire passer un prénom et tout, c'est déjà arrivé. Alors j'ai mis des exemples de trucs qui ont été refusés, vous allez voir. Anal, par exemple, Anus, Adolphe, j'ai oublié les virgules, pardon, Titeuf, ça a été refusé. Titeuf. Astérix, Spirou, Couille. Non mais... Clafoutis, XX Warrior 666, je crois que c'est un niveau dans quoi? Dans Call of Duty? Non, dans... Je sais plus dans quel jeu. Bob l'éponge, Excel. Enfin, en plus un logiciel propriétaire, vraiment. Nutella, Christ, Aboubacar Jackie, ça c'est stylé, tu sais. Babouin. Alors après, moi alors, je ne sais pas répondre à cette question. Je me dis, mais je suis assez permissif, je suis plutôt progressiste, je pense que vous aurez constaté que je suis assez progressiste. Donc moi, quelqu'un qui me dit, je rêve d'appeler mon enfant couille,
j'ai envie de dire, bon, bah, si tu veux, mais en fait, le problème, c'est que ça n'engage pas que lui. C'est comme, pour ceux qui font de la physique ou des maths, c'est une équation différentielle. Il n'y a pas que vous dedans, il y a aussi lui ou elle, quoi. Et donc, elle va se faire massacrer à l'école. Alors, il faut vraiment que vous ayez très envie de l'appeler couille ou clafoutis pour que ça compense la souffrance qu'elle va subir. Il va falloir beaucoup l'aimer, quoi. Il va falloir beaucoup lui apporter de câlins. Hein. Anomalie aussi a été refusée. Bref. Le film en question, je ne vous ai pas mis la référence, j'ai oublié le nom des réalisateurs, mais c'est 2009 et... non, c'est 2011 ou 2009, je ne sais plus, puis il y a Patrick Bruel dedans, pour ceux qui l'ont vu. Ça s'appelle Le Prénom. Pardon ? Le Prénom, c'est ça. Le Prénom, et c'est... oui, ça part en sucette. Voilà. Vous regarderez, ça part en sucette, c'est assez rigolo. Histoire numéro 5. Le chien mort. Le chien de la famille est tué par une voiture juste devant la maison. Paf, paf le chien. Bon, voilà. Les membres de la famille ont entendu dire que la viande de chien était délicieuse. Alors ils se disent, bon bah, on l'aimait bien Yuki, mais bon bah de toute façon, voilà, bon bah, eh ben, préparons le chien et voilà, et on le mange quoi. Et on fera un bon dîner comme ça, au moins on fera un dernier repas avec Yuki. Est-ce que c'est immoral ou pas? Est-ce que c'est moche ou pas? D'emblée on se dit, ah c'est moche quand même et tout, c'est vraiment vilain. Mais au fond, moi je serais content d'être mangé par mes proches. La justice ne sera pas très contente si on me fait ça, mais moi je serais content. Moi je voudrais être composté par exemple, mais personne ne me laisse me faire composter à ma mort. C'est bien d'être composté, c'est-à-dire que vous faites pousser des salades et tout. Bon, on va me faire brûler ou on va m'enterrer sous une dalle de marbre. Bizarre. Il y a même des slogans qui disent « La terre aux paysans, pas aux morts ». J'aime bien ce slogan. Bref. Est-ce que c'est moral ou pas de manger le chien? Alors moi, on a une chienne à la maison là, et qu'on a récupérée, et cette chienne, si elle se fait écraser, je sais pas si c'est parce que j'ai pas envie d'être jugé par les gens, ou si c'est par l'amour que j'ai pour cet animal-là, mais je crois que je le ferai pas, et en même temps, j'ai pas d'argument. Hein. Je pense qu'il est plus moral de manger le chien qui s'est fait écraser par inadvertance que de manger un cochon qui a été tué par advertance, lui, ou un veau. En vrai, c'est plus moral de manger un animal que vous avez trouvé mort que de tuer un animal pour le manger. Ça fait réfléchir. D'ailleurs, allons plus loin, j'y vais carrément. Hein. J'espère pas choquer les gens qui sont fans de courses automobiles, mais il y a des gens qui disent qu'il est plus moral, il est moins moral de manger un animal qui n'a pas du tout voulu mourir et qui a été tué dans un abattoir pour être mangé par vous. Il est moins moral de manger un animal non volontaire que de manger quelqu'un qui est dans un état pas aussi relationnel, un état de coma profond comme Schumacher. Il est plus moral de manger Schumacher qu'un veau qui n'a rien demandé. Et en vrai, c'est vrai, ça me semble logique ce choix-là. Mais la famille de Schumacher et les assureurs ne seraient pas très d'accord. Histoire numéro 6, les petites culottes. C'est pour vous dire que c'est vrai. Un homme d'affaires constate qu'il y a un marché pour la petite culotte d'écolière ou de collégienne. Histoire vraie. Il décide d'installer des distributeurs automatiques de petites culottes portées à 30 € pièce avec date de fraîcheur sur la culotte. C'est un truc qui s'appelle le Burusera et c'est au Japon. Et dans les années 90, ils ont été plusieurs à avoir cette idée. Et ils se sont fait condamner au nom d'une loi sur les antiquités, si je me rappelle bien, parce que comme c'est un truc qui a été porté mais qui n'est plus utilisé, alors c'est une loi sur les antiquités qui les interdit de développer leur truc, mais vous voyez, vous mettiez des pièces et vous pouviez récupérer. Et il y avait des jeunes filles qui faisaient commerce de ça et qui vendaient leurs petites culottes. Alors on pourrait se dire, oui, mais c'est horrible. Non, mais les petites culottes étaient consentantes. Non, les jeunes filles étaient consentantes. Elles s'en fichaient, elles faisaient de l'argent de poche comme ça. Alors on pourrait se dire, oui, mais ça encourage la pédophilie. Eh bien, figurez-vous que non. Enfin, en tout cas, il ne semble pas qu'il y ait de lien causal avec ça. Il y a des gens qui tripent ça, puis après, ils reniflent. Il y a même des gens qui se disent être capables, je crois que ça s'appelle les namasera, je crois. Je parle sous contrôle des gens qui font du japonais ici, mais des gens qui sont capables, à l'odeur, de savoir la fraîcheur. 30 jours, 22 jours, et des trucs comme ça. Moi, ça me génère rien en moi, mais
Mais si j'étais né dans un pays où c'était quelque chose qui était... Vous savez, chaque pays a ses rites sexuels. Il y a des choses qu'on fait, nous, ici, en moyenne, qui choquent pas mal de gens qui vivent très loin, et inversement.